Est-ce que des plantations mélangées apportent quelque chose par rapport à des plantations monospécifiques d'une espèce? Il faut savoir que dans le monde, quand on fait des plantations, c'est souvent pour des raisons de production de biomasse, c'est souvent des plantations monospécifiques. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer les avantages des plantations mixtes par rapport à des plantations monoculture pour essayer de transformer les pratiques actuelles dans le monde, de faire des plantations qui sont de plusieurs espèces au lieu de monospécifiques. Mais de façon générale, les plantations à Ident, ils s'insèrent dans un réseau qui s'appelle TreeDivNet, Tree Diversity Network, qui est un réseau de placettes expérimentales dont l'objectif est d'étudier les plantations mixtes, puis c'est quoi leurs bénéfices là, pour les différents services écosystémiques là, que les forêts peuvent nous procurer, dans le but d'inciter puis d'augmenter la quantité de plantations plus diversifiées qu'on fait là, en aménagement forestier. Cette expérience-ci, c'est la première expérience à Ident qui s'intéresse vraiment à ces questions sur l'hétérogénéité spatiale, donc la disposition spatiale des différents individus, si on les place en différentes hauteurs, en les plantant en différentes années, par exemple. Puis peut-être que c'est un petit peu des deux, peut-être que c'est plus l'important d'avoir différentes espèces, mais peut-être que même dans des monocultures, si on est pour faire des monocultures, si on fait des plantations plus hétérogènes un petit peu, peut-être qu'on va augmenter la productivité et les services là, des écosystèmes. Mixed species plantations could be like a really good alternative to ensure the forest production and the resilience of the forest in the face of climate change. And TreeDivNet is a really big network working worldwide in all the biomes like Mediterranean forest, tropical forest, subtropical forest, temperate and boreal forests to know how we can improve the resilience and the productivity of the forest using different combination of species. Right now, we know that adding more species is important, but we still don't know what are, for example, the better combinations to produce like a specific product. So the wealth of TreeDivNet is really important in this context. Montréal, qui était la première expérience Ident, c'était vraiment de voir l'effet de la diversité des espèces d'arbres, la diversité qu'on appelle fonctionnelle, donc des caractéristiques écologiques des arbres. Donc ça, c'était la première plantation. Après ça, on a ajouté des traitements de fertilisation, d'irrigation. Et ici, on voulait compléter l'expérience en regardant l'effet d'une variation dans le temps de la précipitation, donc une diminution continue versus irrégulière, et aussi la répartition spatiale des arbres. Est-ce que si on les plante de façon complexe, aléatoire ou régulier, est-ce qu'on va avoir une différence dans les mesures qu'on prend dans la forêt? Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais vraiment été testé dans aucune plantation expérimentale dans le monde. Ici, on avait deux grandes questions fondamentales qui n'avaient pas été vraiment abordées ailleurs dans les autres plantations à Ident. La première, c'était l'effet de stress, surtout des stress de diminution de précipitation continue. En anglais, on appelle ça un stress press ou un stress qui est discontinu, ça veut dire qu'il varie d'une année à une autre. On peut avoir une année sec, une année très pluvieuse. Et ça, en anglais, on appelle ça pulse. Et le deuxième, c'est de voir l'effet de la dispersion spatiale des arbres, l'hétérogénéité spatiale des arbres, autant horizontale que verticale, sur l'accroissement de nos forêts, de nos arbres. Parce qu'il faut savoir que toutes les plantations expérimentales, habituellement, sont faites de façon très régulière. On plante les arbres à tous les mètres, à tous les 2 mètres, peu importe, mais de façon très régulière. Et il faut comprendre que dans la nature, les arbres ne sont pas plantés de façon régulière. Ça peut sembler assez aléatoire, mais en fait, ce n'est pas aléatoire.
Il y a vraiment un patron qu'on appelle complexe. Il y a des arbres qui poussent mieux ensemble, il y en a qui poussent moins bien ensemble. Donc, dans cette expérience-là, on a 3 patrons, un patron régulier, un patron aléatoire et un patron qu'on appelle complexe, où on a regroupé des espèces qui sont plus complémentaires, plus près les uns des autres, pour essayer de voir est-ce que la distribution spatiale des arbres est importante dans les résultats qu'on obtient de ces plantations-là. Donc, il y a 3 différentes expériences là, dans le Ident Outaouais. Il y en a une qui s'intéresse à différents types de stress hydrique. Donc, on a un stress de 25% qui est continu, un stress de 50% qui est une année sur deux pour mieux représenter un peu ce qu'on s'attend avec les changements climatiques, c'est-à-dire des plus grandes variations des extrêmes. Puis un contrôle là, où est-ce qu'il n'y a pas d'exclusion d'eau. Puis à l'intérieur de tout ça, on a un gradient là, de diversité d'espèces, allant de monoculture à différents mélanges de 3 espèces qui représentent un gradient de diversité fonctionnelle. Dans l'expérience 1, j'essaie de voir si on voit un effet de la complémentarité des espèces ou un effet de sélection pour une espèce en particulier. Et on essaie de voir si le traitement de sécheresse va avoir un impact sur la quantité de complémentarité ou la quantité de sélection qu'on va voir. Fait que les gouttières qui sont ici, ça c'est 25% en ce moment. Tu vois, il y en a une qui est à l'endroit pour retirer l'eau, puis une qui est à l'envers. Pour les échantillons de feuilles, on a pris ces mesures-là l'été passé au terrain, puis on les a ramenées au laboratoire à l'ISFOR pour faire des scans, sécher, peser les échantillons. Maintenant, toutes ces feuilles-là sont séchées, puis sont gardées dans un garde-robe pour, dans le futur, si on veut regarder d'autres traits, comme la quantité d'azote dans la feuille ou de carbone. Fait qu'on a tout ça préservé pour le futur. I'm working right now in the experiment 3 that we call the spatial heterogeneity experiment. And there we have 2 experiments, the 3A and the 3B. So the experiment 3A is related with vertical heterogeneity and the experiment 3B with the horizontal heterogeneity. These 2 components are really important for structural complexity. Structural complexity is a big concept that reminds us that the forests are really complex and there is a lot of different aspects and different factors that are correlated with each other, producing like the shape of the forest that we see. And we are trying to evaluate what is the role of this vertical heterogeneity on forest ecosystem functioning. We want to check if it's just heterogeneity. So we are using monocultures with different heights, with size inequality, to test if it's just the difference in height or if it's more like the difference in like light requirements or like the difference in the traits, the difference in the architectural patterns of each tree that improves this use in light. And then we have the horizontal heterogeneity experiment. So if you imagine a forest, a natural forest, you can see like any row, any line, any regular pattern. There is kind of like different process. If you are thinking in wood production and if you have to plant the trees, it's more easy just plant the trees in rows because it reduces the work and the work is that you need to plant the trees. But in the forest, in the natural forest, this configuration, these arrangements are linked like maybe with random process or complex process in the way that they are looking for special spots like particular niches to grow. So with the random and the complex pattern, we are trying to simulate the conditions in the natural forest. Below ground, there is a really big process that right now I can see, and it has a big impact on my results probably.
And the mortality, sometimes like in some plots, we have like some problems with the Quercus rubra, and we have to take in account in my analysis this, so probably that. But like we're doing our best with the things that we have. Quercus rubra, like northern red oak, had the highest mortality across all experiments and all treatments at the plantation, sometimes up to like 50%. But there was a strong influence on the tree health in the initial stage of planting and establishing the plantation. So from what I know, the sapling quality of Kuru wasn't that perfect. Then there was also like late frosts that caused damage to Kuru trees because they were the first ones having their leaves out. And they're more like fragile to frost than like conifers. And there's also herbivore damage for Kuru. So these are strong like external influences on the survival of Quercus rubra. La petite troisième, c'est l'expérience un peu sur les plantations pratiques. Donc, à savoir si on a des mélanges d'espèces, est-ce que de les répartir de façon uniforme, est-ce que c'est aussi bénéfique que si on met chaque espèce dans une rangée, ce qui facilite beaucoup là, l'aménagement au niveau opérationnel. Donc, on essaie de comparer est-ce que les mélanges d'espèces dispersés de façon uniforme versus vraiment en rangée pour faciliter l'opérationnalité. Les opérations forestières, est-ce que ça fait une grosse différence? Tout ça dans le but d'essayer d'inciter les gens qui font des plantations de planter plus des plantations mixtes au lieu des monocultures. C'est une plantation forestière. Alors, c'est beaucoup d'entretien parce que il y a toujours de la végétation qui pousse. Alors, on entretient beaucoup au niveau du désherbage, utiliser le coupe-bordure pour enlever le plus gros. Par la suite, il y a des données d'humidité. Il y a aussi la récupération souvent de données météo, du filtration de données météo en laboratoire aussi pour être sûr que tout est à jour. Il y a aussi tout un travail, surtout en début d'année, qui était de faire le suivi au niveau des arbres, donc le suivi de mortalité qu'on a fait. On identifiait les arbres qui avaient plus de difficultés, puis on attribuait aussi un petit drapeau rouge à ceux qui étaient morts pour faire le suivi, puis on l'indiquait sur la tablette. Fait que ça, c'était plus les journées en mai. Alors, on arrivait à la plantation, on avait les tablettes, on faisait le tour des parcelles pour identifier les arbres qui étaient morts, les arbres blessés, les arbres qui ont pu être détériorés par la nature ou la faune et la flore. Ben, la faune surtout. En ce moment, on est en train de prendre des échantillons de sol grâce à l'intérieur, qu'on va ensuite amener au laboratoire, qu'on va les passer dans le tamis, puis qu'on va ensuite analyser la composition du sol. En ce moment, on prend surtout des données de traits spécifiques des espèces, dont notamment les feuilles. Donc, on prend des hauteurs préétablies qu'on va venir prendre les feuilles, prendre les plus belles feuilles, ou en fait les feuilles qui sont représentatives de l'arbre et de sa génétique. Puis, on va aussi mettre un capteur de lumière pour avoir le pourcentage de luminosité qu'il reçoit. On prend aussi des données au niveau on utilise des capteurs pour voir le nombre d'unités de chlorophylle produites par la feuille. Puis aussi les stomates, on fait l'analyse aussi de ça. En fait, moi, quand je suis arrivé le 6 mai. Puis le 6 mai, quand je suis arrivé, la première chose que je me suis dit, c'est wow, il y a des petites feuilles sur les arbres, ça commence tranquillement pas vite à pousser. Il y avait même des bourgeons au niveau des chênes qui étaient même pas encore poussés. Puis je passais à côté, je les encourageais un peu, je disais allez, ça va bien aller pour cette saison. Puis après, là, on se retrouve 2 mois plus tard, puis ouais. Ils ont bien suivi les consignes. Ça se passe bien. Je veux dire, ils sont en pleine santé, ils sont poussés au complet. Puis ça fait vraiment plaisir, de un. Puis de deux, de voir ça évoluer, surtout dans un court laps de temps, surtout dans les fortes saisons de production, quand on voit les bourgeons apicales en fait, les phytomères qui
qui pousse à vitesse grand V, puis on la sent très vivante, la plantation. Souvent, ce que je leur dis, c'est pour votre retraite, dans vos investissements financiers, est-ce que vous mettez tout votre argent dans une compagnie ou dans un domaine, ou est-ce que vous avez tendance à diversifier vos placements pour assurer un revenu plus stable, diminuer les risques? Je leur dis qu'en forêt, c'est exactement la même chose. Il y a un principe de base qui veut que plus on a une diversité d'espèces, plus l'écosystème est résilient, plus il va être stable dans le temps et avoir tendance à fonctionner de façon, je dirais, plus stable et donc produire les services dans le futur. Et donc, je dirais que quelqu'un qui veut continuer à planter des monocultures, c'est quelqu'un qui manque de prévoyance. Dans un monde utopique, j'espérais qu'on plante de plus en plus d'espèces d'arbres. D'un côté pratique, j'ai réalisé à quel point les essences feuillues, c'est difficile à planter à l'échelle opérationnelle. Ils ont besoin de beaucoup de soins, d'entretien pour être plantés sur des grandes échelles. Puis on a beaucoup d'enjeux de broutage, de rongeurs, d'herbivorie, le lièvre, le cerf. Ici, on a des enclos pour le cerf puis l'orignal, mais dans plusieurs régions, c'est l'herbivorie par le cerf puis l'orignal qui cause beaucoup de dégâts pour la régénération. Donc, je comprends les contraintes opérationnelles, mais sur les plantations de propriétaires privés à plus petite échelle, bien, j'espère voir déjà une sensibilisation à l'importance de faire des plantations plus mixtes, de diversifier des plantations existantes en faisant peut-être des coupes sélectives puis en rajoutant d'autres espèces. Donc, je suis optimiste que tranquillement, pas vite, le message va percoler pour qu'on ait justement des plantations de plus en plus diversifiées là, à l'échelle de la planète. Forests are really important, so I really have to see changes, but good changes in our forests. I don't want to look in the future and see the same monocultures dealing with wildfires, with droughts, with diseases. I want to see maybe this. I think forest for me is an important part of my life. I'm from Colombia, a country with 50% or more than 50% covered by forests. So we have forests everywhere. And I grew really close to forests, and my father was working with forestry during all his life. So for me, forests represent a big part of me, a big part of my family, a big part of my history. So working on this is kind of my passion. So I think right now we have to take a break and start to think about complexity and try to use the natural way of the forests are using to maintain its functioning with our knowledge to maintain the forest well.